Moi, je voudrais remercier, Florence Trom pour sa sincérité, puisqu'elle a fait des remarques très pertinentes. Voilà, donc le moment est venu d'accueillir Madame Jacqueline Gourault, qui est notre ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Je voudrais bien sûr la remercier parce que chaque fois qu'elle a pu, chaque fois qu'elle a été disponible, elle a répondu favorablement à nos invitations et encore aujourd'hui dans son agenda, vous pouvez apprécier l'intérêt qu'elle porte à notre travail et à celui de toutes les associations qui œuvrent aujourd'hui pour l'aménagement de territoire. Très rapidement, je voudrais informer Madame la ministre que nous avons écouté Monsieur Jean-René Cazeneuve qui nous a fait un brillant exposé sur 10 minutes sur son travail dans la délégation des collectivités territoriales de l'Assemblée nationale. Il a posé tous les sujets sur l'expérimentation, le territoire de projet. Et ensuite, nous avons eu une première table ronde vers une nouvelle ère de l'aménagement du territoire. Il y a eu sur cette table ronde beaucoup de questions sur la contractualisation, sur le conseil de développement, son avenir. On est pour, on est contre. Et les fonds européens, l'inquiétude sur les fonds européens. Ensuite, il y a eu donc l'avènement de la responsabilité territoriale des entreprises, avec un animateur, bien sûr, toujours de plein talent, Jean-François Cesarini. Et au cours de cette table ronde, comme dans la deuxième table ronde, donc le projet de territoire au cœur du projet territorial, la question de la NCT. Voilà. On attend tous une forme de réponse pour savoir quand est-ce qu'elle rentre en action, pour aller très très vite. Et on a également parlé aussi du CPER. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand on a posé la question à la salle, 3 questions. Combien de territoires ont un projet de territoire? Combien y en a-t-il qui ont un projet de territoire qui doit être modifié? Et combien y en a-t-il qui n'ont pas de projet de territoire? 50% de la salle, environ 100 territoires, ont un projet de territoire. 25% ont un projet de territoire dont ils pensent qu'il faut le mettre à jour, le corriger, et 25% n'ont pas de projet de territoire. Donc voilà un petit peu la configuration de cette salle. Et sans tarder, Madame la Ministre, je vous cède bien amicalement la parole. Monsieur le Président, cher Raymond Vall, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, merci Madame pour votre exposé sur la Wallonie. Et au fond, on s'aperçoit qu'on a quand même beaucoup de préoccupations communes sur les thématiques que vous avez évoquées. Il y a juste un mot qu'en France, il ne faut jamais utiliser et que vous utilisez beaucoup, c'est supracommunal. Ça, c'est un truc, quand vous dites ça en France, il y a la révolution, si je puis dire. Mais ça rejoint d'ailleurs votre conclusion, si je puis dire. Les questions territoriales sont, je crois, de plus en plus, chaque jour, au cœur de l'actualité. On entend parler, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, les malaises des maires, l'attraction de la campagne ou des campagnes chez les Français, les fractures territoriales, les conditions d'accès aux services publics, le poids des métropoles. On a de nombreuses discussions et on voit combien dans la presse, beaucoup de journaux font des parutions sur tous ces sujets. Et évidemment, tout cela touche directement la vie de nos concitoyens et nous renvoie au rôle de chacun et, a priori, bien sûr aussi, en particulier au rôle de l'État et plus largement des collectivités territoriales et, bien sûr, nous renvoie à la nécessité d'agir. Votre association, cher Raymond, a toujours été, sous votre impulsion, présente dans ces débats et je lis toujours avec intérêt vos contributions. Je me souviens de celles que vous avez produites à l'occasion du grand débat national ou encore celles que vous m'avez présentées avec Jean-Luc Rigaud sur le bilan des contrats de ruralité. C'est pourquoi j'ai beaucoup de plaisir à être devant vous aujourd'hui pour tenter de répondre à la question en forme d'interpellation que vous avez inscrite dans le programme de cette journée. Je cite « Vers une véritable et ambitieuse politique d'aménagement du territoire », point d'interrogation, intervention de Jacqueline Gourault. Donc, je vais essayer
de répondre à cette interpellation et peut-être centrée sur les sujets qui font l'actualité. Existe-t-il aujourd'hui une véritable et ambitieuse politique d'aménagement du territoire ? Cette question est légitime à l'heure où l'on analyse les ressorts territoriaux des mouvements sociaux de l'hiver dernier. Elle mérite aussi d'être posée au moment où le gouvernement s'apprête à lancer le nouvel outil annoncé par le Président de la République, l'Agence nationale de cohésion des territoires. Cette question est même, je dirais, nécessaire quand chacun s'interroge, quel que soit son niveau de responsabilité, sur la manière dont il peut agir efficacement pour faire face aussi à tous les défis planétaires, comment tirer parti des changements induits par le numérique et l'intelligence artificielle, ou encore que faire pour lutter contre le réchauffement climatique sur lequel les jeunes générations nous pressent d'intervenir. Les réponses à ces défis ne sont pas à trouver en regardant dans le rétroviseur. En effet, les grandes heures de l'aménagement du territoire renvoient aux décennies d'après-guerre, où le territoire était d'abord un espace à aménager, je dirais même après la guerre à reconstruire, ou encore à d'autres périodes ultérieures au mouvement de la décentralisation, lorsqu'il était question d'organiser les pouvoirs locaux et les pouvoirs de l'État. Notre époque exige, je crois, d'autres types de réponses, même si de grands défis d'aménagement existent encore. Je vais prendre un exemple concret que tout le monde connaît, le chantier national sur le très haut débit, c'est quelque chose bien sûr de très important, ou la rénovation urbaine qui nous prouve tous les jours l'importance de l'aménagement du territoire. Et bien sûr, le débat sur la décentralisation reste d'actualité, puisque nous avons même une réflexion en cours pour un éventuel projet de loi. Enfin, quand je dis pour un projet de loi. Pas que je dise éventuel, parce qu'il pourrait y avoir confusion. Mais ces impulsions ne peuvent à elles seules traduire une véritable et ambitieuse politique d'aménagement et de cohésion des territoires, ni répondre complètement aux défis actuels et aux attentes de nos concitoyens. Car le territoire dont nous parlons aujourd'hui, il se définit d'abord à partir des hommes et des femmes qui y vivent. Le territoire, ça veut tout dire et rien dire à la fois, si je puis dire. Le territoire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle au fond une communauté d'appartenance. Dire cela, c'est reconnaître que la force d'un territoire, aujourd'hui, réside avant tout dans sa cohésion, c'est-à-dire dans la capacité des gens à s'identifier à un lieu, à partir desquels ils peuvent concevoir et porter ensemble des projets. Et ce lieu peut dépasser naturellement les limites administratives des collectivités locales. Enfin, quand je dis peut, en général, dépasse les limites traditionnelles des collectivités territoriales, que ce soit les communes, les intercommunalités, les départements. On sait très bien que des réponses, parfois, sont à cheval sur des départements, voire sur des intercommunalités, bien sûr, voire sur des régions. Aussi, je voudrais profiter de ma présence pour évoquer devant vous ce qui doit être, à mes yeux, aujourd'hui, la politique d'aménagement et de cohésion des territoires dont notre pays a besoin et avec qui nous devons la conduire pour qu'elle réussisse. Ma première intuition, c'est que l'État doit faire évoluer sa conception, traditionnellement très unitaire, de l'action publique. C'est le sens de ce qu'on appelle la différenciation, que je souhaite inscrire au cœur du projet de loi que le Président de la République m'a demandé de préparer dans l'année qui vient. Ma deuxième intuition, c'est que cette diversité nous oblige donc à repenser notre méthode et le cadre de travail par lequel l'État intervient aux côtés des collectivités sur les territoires. Et je vous parlerai donc de contractualisation. Enfin, dans les moyens qu'il consacre au territoire, et qui sont considérables, pour ne parler que de l'État, il y a 27 milliards de DGF, 2 milliards par an de dotation d'investissement.
l'État doit aussi évoluer et rendre plus accessible et plus simple d'accès à ces moyens. Je vous parlerai donc plus spécifiquement de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Alors tout d'abord, la différenciation. La différenciation, c'est un outil qui permet tout simplement, c'est un outil, ce n'est pas une fin en soi la différenciation, c'est un outil qui permet de s'adapter aux réalités locales. Cette adaptation est nécessaire et elle est attendue par les Français. Elle consiste à reconnaître la diversité des territoires. C'est quelque chose, je suis souvent en déplacement sur le territoire français et c'est quelque chose qui me frappe. À la fois, ce besoin chez les Français de reconnaître la spécificité de leur territoire et en même temps, je dirais aussi ce souci d'unité qui ne quitte jamais non plus les Français. C'est toujours cet équilibre qu'il faut réussir à trouver. Je l'ai vécu, par exemple, récemment, et je dirais avec un exemple passionnément attendu en Alsace, où nous avons créé la collectivité européenne d'Alsace. Elle permettra donc aux 2 départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin d'exercer des compétences de départements, bien sûr, mais supplémentaires et différentes, liées à la situation spécifique de ce territoire. Il y a aussi la Corse, qui est un sujet que je connais bien et sur lequel je travaille beaucoup, où, au-delà de la reconnaissance qui est prévue dans le projet de loi constitutionnelle de leur collectivité qui exerce déjà des compétences les plus larges par rapport aux autres régions, je m'attelle à développer les politiques spécifiques à ce territoire, par exemple avec un agenda rural corse. La différenciation n'est cependant pas un mot magique dans lequel on mettrait tout et n'importe quoi, car si la République est décentralisée, et que j'espère qu'elle reconnaîtra un droit à la différenciation inscrit donc dans le projet de loi constitutionnelle, elle demeure, je vous le disais à l'instant, soudée, unique et indivisible. Le droit à la différenciation, ce n'est pas un droit à la séparation. C'est la raison pour laquelle la différenciation doit être encadrée pour respecter notre principe d'égalité entre les territoires et entre les citoyens. La révision de l'article 72 de la Constitution a pour objet, d'une part, de permettre à des collectivités territoriales relevant d'une même catégorie d'exercer des compétences différentes. C'est-à-dire, par exemple, on prend, je ne sais pas, les départements. Les départements construisent aujourd'hui les collèges. On peut imaginer que les départements, par entente avec les régions, construisent aussi les lycées. C'est un droit à la différenciation qui pourrait s'exercer. Et d'autre part, deuxième type de différenciation, d'autoriser les collectivités à déroger aux règles relatives à l'exercice de leurs compétences. C'est-à-dire, autrement dit, je vais le dire avec des mots plus simples que des mots techniques, c'est-à-dire d'exercer des compétences différemment selon les territoires. On est en train de faire une expérimentation, par exemple, avec la Bretagne, sur le Pinel. Vous connaissez le zonage Pinel pour l'habitat. On est en train de faire une expérimentation propre à la Bretagne et pour voir si cette expérimentation, bien sûr, pourrait être convaincante et pouvoir entrer dans le principe de la différenciation. Cette application différenciée des compétences ou de l'exercice ne pourra pas intervenir si les conditions essentielles d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti sont en cause. Ça veut dire qu'on reste dans certaines compétences et bien sûr des compétences qui sont exercées par les collectivités territoriales, pas sur les compétences régaliennes, si je puis dire. Enfin, la loi organique précisera des modalités d'application et garantira l'équilibre entre souplesse et liberté offertes aux collectivités dans le respect de l'unité républicaine, puisque derrière l'éventuelle révision constitutionnelle, il faudra bien sûr une loi organique pour appliquer ces décisions.
J'ai déjà parlé donc de ce projet de loi que nous envisageons sur décentralisation, mais j'ai pris soin dès le départ d'y ajouter les mots différenciation et déconcentration. C'est ainsi qu'un journaliste a eu l'idée d'appeler ça la loi 3D. Donc on a repris, puisque c'est assez symbolique et simple. Et cette loi, je la présenterai à la fin du printemps 2020. Et je souhaite mettre en valeur de nouveaux outils innovants et répondre au souhait du président de la République d'ouvrir donc un nouvel acte de décentralisation adapté à chaque territoire. Pour cela, je veux faciliter bien sûr l'expérimentation en la rendant plus accessible aux collectivités qui en auraient besoin et en mettant fin à cette conclusion binaire qui est aujourd'hui réservé à l'expérimentation. Vous savez, c'est soit généralisation au bout de 5 ans, soit abandon. D'ailleurs, une étude du Conseil d'État qui a été publiée jeudi dernier, ouvre à ce titre des perspectives extrêmement intéressantes, puisqu'elle démontre qu'à droit constitutionnel constant, on pourrait effectivement élargir le droit à l'expérimentation. Je souhaite aussi que nous amplifions la dévolution du pouvoir réglementaire aux collectivités. Le poids des normes et leur inadaptation à certains endroits me poussent à rechercher les matières dans lesquelles un pouvoir réglementaire pourrait être confié aux collectivités. C'est-à-dire, simplement, au lieu qu'une décision au niveau national, un décret, soit pris, et bien qu'une délibération en conseil municipal soit prise et en lieu et place d'une décision nationale. Bien sûr, tout cela doit s'étudier, regarder sur quelles compétences, sur quelle politique exercée par les collectivités territoriales. C'est non seulement, en plus, quelque chose de, de plus simple, de simplification de la vie des collectivités territoriales, et je crois que ça serait aussi un outil de désinflation législative qui serait intéressant. C'est au fond un vecteur de liberté locale, c'est l'application du principe de subsidiarité. Vous le voyez, ce chantier législatif est important et je souhaite qu'il soit conduit avec les collectivités et donc avec les associations d'élus qui la représentent. Mais rendre possible la différenciation dans les textes ne suffit pas. Il faut la rendre effective dans les faits. Et c'est pourquoi je souhaite engager en parallèle une refonte de la relation contractuelle entre l'État et les territoires. Depuis des années, on a usé, parfois abusé, des contrats territoriaux. Et ce faisant, on a réduit la portée de ce formidable outil que peut être l'outil contractuel. Comme d'autres, le ministère de la Cohésion des Territoires est un grand producteur de contrats. Contrats de plan, contrats de réciprocité, contrats de ruralité, convention cœur de ville, territoire et d'industrie, etc., etc. J'ai bien conscience que tout cela fait de nombreux contrats. Nous avons même innové avec la contractualisation dite de Cahors, qui, vous savez, est une relation financière entre l'État et les collectivités territoriales pour essayer de limiter l'augmentation des dépenses de fonctionnement. Je dois dire d'ailleurs que c'est un succès pour les collectivités concernées ainsi que pour l'ensemble des collectivités territoriales. Mais ça a été évoqué par plusieurs associations. Attention que trop de contrats ne tuent les contrats. Nous devons les organiser, les simplifier et les inscrire dans la durée. Vous avez dans ce domaine fait des propositions intéressantes, cher Raymond, sur la nécessaire évolution des contrats de ruralité, dans lesquels vous avez pris une part extrêmement importante. La première génération des contrats de ruralité arrive à son terme en 2020 et c'est une opportunité de nous appuyer sur tout ce qui a été fait pour lancer, à compter du printemps prochain, une nouvelle démarche contractuelle dans laquelle les pays et les PETR auront bien sûr toute leur place. Lorsque je dis qu'il faut faire évoluer la contractualisation, je pense
un nouveau cadre de travail entre l'État et les territoires. Il nous faut imaginer dans la durée et sur une liste élargie de thématiques qui engage tous les ministères, et pas seulement la cohésion des territoires, un cadre plus souple, qui ne soit pas un carcan et qui laisse à l'enrichissement du contrat au fil du temps avec de nouvelles thématiques. Puisque, au fur et à mesure que les contrats s'exercent dans le temps, il peut y avoir de nouvelles thématiques qui apparaissent et qui soient urgentes, si je puis dire, à solutionner au lieu d'attendre la fin du contrat. Donc, introduire de la souplesse. Pour que cela fonctionne, il faudra que nous nous accordions dans un premier temps sur les enjeux propres à chaque territoire et sur les priorités d'action qui sont parfois communes, mais souvent aussi différentes d'un territoire à l'autre. C'est le projet de territoire, c'est au fond comme cela qu'on peut l'appeler, un projet de territoire, et il doit associer, au-delà des services de l'État et des élus, un maximum de parties prenantes, les citoyens, les acteurs économiques, les associations, car ce sont autant d'acteurs engagés qui portent des initiatives et des solutions. Dans un second temps, ce cas de travail prendra la forme d'engagement sur des moyens et sur des résultats à atteindre. Nous ne partons pas de rien, les PETR et les pays ont déjà ces notions de projet de territoire en tête, mais nous n'arriverons réellement à changer les choses que si nous généralisons les démarches. Nous avons expérimenté depuis plusieurs mois ces nouvelles formules contractuelles. Je vais prendre quelques exemples. Nous avons fait un contrat avec le département de la Nièvre. Nous avons fait un contrat avec le département de la Creuse. Nous avons fait aussi un contrat avec une région qui est à cheval sur 2 départements, qu'on appelle Sambre, Avesnois, Thiérache, qui portait des difficultés particulières. Et bien évidemment, nous avons essayé de répondre aux difficultés de ces territoires et aux besoins de ces territoires. Et c'est un projet territoire, il couvre des politiques aussi différentes que le numérique, que la santé, que l'agriculture, etc., etc. Les transports, évidemment. D'ailleurs, cette méthode, je dois vous dire que, avec le gouvernement et les régions, nous avons décidé de faire la même approche. Vous savez qu'il existe ce qu'on appelle les contrats de plan État-région. Et les contrats de plan État-région sont aussi à échéance. Et nous arrivons à échéance. Il faut renouveler les contrats de plan État-région. Avant, il y avait une espèce de maquette, si vous voulez, qui était conceptualisée au niveau de l'État, en échangeant bien sûr avec les régions, mais qui était une maquette unique, si je puis dire. Là, ce que nous avons décidé, c'est de proposer aux régions, au fond, de proposer elles-mêmes les sujets ou les thématiques qui les intéressent à mettre dans les contrats de plan. Vous avez utilisé, Madame, une expression non pas wallonne, mais anglaise, bottom-up, c'est-à-dire de partir du terrain pour effectivement dire que peut-être la région des Hauts-de-France n'a pas les mêmes préoccupations que la région Corse ou que la région Nouvelle-Aquitaine. Ça peut être des préoccupations différentes. Il peut y avoir, bien sûr, des thématiques qui sont communes, mais il peut y avoir aussi des besoins qui soient particuliers. Et donc, c'est la même philosophie, si je puis dire, d'approche que nous entendons développer. Vous l'avez compris, différenciation et contractualisation vont pour nous de pair. Nous ne donnerons vraiment corps à la différenciation territoriale qu'en réinventant une contractualisation qui soit plus large, plus ambitieuse et plus exigeante entre l'État et les territoires. C'est bien sûr un chantier passionnant que je souhaite que nous puissions mener ensemble en profitant notamment de l'expérience acquise dans les PETR et dans vos différents territoires.
Un droit qui simplifie, bien sûr, une pratique plus efficace et collaborative, reste la délicate question des moyens. Là encore, nous voulons innover pour mieux répondre aux attentes des territoires. Alors, je vais vous parler de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Ça fait plusieurs fois que j'explique. Je ne sais pas si je ne suis pas bonne dans mes explications, mais parfois je vois que les choses ne sont pas encore totalement comprises. Qu'est-ce que c'est que l'Agence nationale de cohésion des territoires? L'Agence nationale de cohésion des territoires, c'est au fond un outil créé par l'État, mais créé à partir de structures déjà existantes. Vous avez aujourd'hui le CGET, le Commissariat général à l'égalité des territoires. Vous avez eu Hugo Bévor tout à l'heure qui vous a fait une présentation. À partir du CGET, de l'Agence du numérique et d'un troisième outil que nous avons déjà qui s'appelle l'EPARECA, l'EPARECA qui s'occupe de commerce et d'artisanat, eh bien, nous allons fusionner ces trois ensembles pour faire l'Agence nationale de cohésion des territoires. Les débats au Parlement, au moment de l'examen de la PPL créant cet établissement public, ont été riches et m'ont permis de détailler l'ambition du gouvernement en la matière. Mais je sais donc que de nombreuses questions se posent encore. À quoi ça va servir? Comment va-t-elle fonctionner? Quels sont ses moyens? Quand sera-t-elle opérationnelle? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Agence nationale de cohésion des territoires, c'est l'État au service des territoires. Et je dirais mieux, c'est l'État au service des projets des territoires. Ce n'est pas l'État qui prescrit, c'est l'État qui propose une offre de services et des moyens en réponse aux besoins locaux. Dans certains cas, l'offre a été conçue en amont. Je vais prendre une politique que vous connaissez tous, c'est Action Cœur de Ville. Action Cœur de Ville ou encore Territoire d'industrie ou France Service ou encore l'agenda rural. Ce sont effectivement des concepts qui ont été imaginés par l'État. Mais dans ce cas, les moyens que peut mobiliser l'État sont déjà identifiés. Par exemple, 5 milliards d'euros sur 5 ans pour Action Cœur de Ville, 1,3 milliard pour Territoire d'industrie. Et la réponse est de ce fait plus rapide. Dans d'autres cas, le projet local est singulier. Il ne s'inscrit pas dans un programme d'appui. L'agence mobilise alors ses ressources propres en ingénierie ou celles de ses opérateurs avec lesquels elle a contractualisé. Car l'ANCT, je vous ai dit, c'est la fusion des trois ensembles que je vous ai cités, mais vous savez que l'État a des opérateurs que vous connaissez parfaitement, l'ANRU, l'ADEME, qu'est-ce que je peux vous citer? Pardon, le CEREMA. Est-ce que vous connaissez le CEREMA? Ça vous dit quelque chose? C'est un outil fantastique et de réserve en compétences en matière grise sur le plan de l'ingénierie qui sont sur les routes, sur l'hydraulique, sur les bâtiments, sur les constructions, sur les ouvrages d'art, très important. Et ce sont des agences de l'État. Alors on n'a pas mis tout, on n'a pas tout fusionné parce que c'était trop compliqué. On a fusionné 3 ensembles et on aura des conventions avec les autres agences de l'État. Et donc, il y aura, mise à disposition des collectivités territoriales, les fonctionnaires, les matières grises, l'ingénierie, je ne sais pas comment vous dire autrement, dont la collectivité territoriale aura besoin. J'insiste tout de suite sur l'idée que nous ne venons pas concurrencer l'ingénierie qui existe déjà localement. Si un porteur de projet dans une ville X ou Y trouve dans son département les ressources en ingénierie et en accompagnement suffisants, l'État ne s'en mêle pas. D'ailleurs, il s'en mêle d'autant moins que c'est le porteur de projet qui va demander à l'État le besoin qu'il a.
Ce n'est pas nous qui allons proposer aux porteurs de projets. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons voulu que le représentant de l'Agence nationale de cohésion des territoires soit dans chaque département le préfet du département, puisque c'est en proximité des porteurs de projets que sera, au fond, la porte d'entrée de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Bien évidemment, c'est quelque chose qui existe déjà d'une certaine manière, mais pas de façon suffisante. Et je vais prendre le CEREMA, je connais bien le CEREMA, c'est un outil fantastique. Le CEREMA est installé sur toute la France. Le siège est à Bron, à côté de Lyon. Moi qui suis du Loir-et-Cher, il y a une antenne du CEREMA à Blois. Si vous avez un problème avec un ouvrage d'art, etc., vous pouvez vous adresser au CEREMA. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le CEREMA travaille à 20% pour les collectivités territoriales et à 80% pour l'État. Nous voulons que tous ces outils, toutes ces ressources soient mises davantage à la main, si je puis dire, des collectivités territoriales. Sur la question des moyens, notre objectif est bien sûr de faire en sorte que davantage de moyens arrivent sur les territoires pour que les élus aient plus de marge de manœuvre pour agir. Depuis 2 ans, nous avons en plus maintenu le montant des dotations d'investissement à leur plus haut niveau et, comme vous le savez, nous avons mis fin à la baisse continue de la DGF. Alors je dis tout de suite, toujours de l'enveloppe globale, car naturellement, la répartition de la DGF en fonction des critères se fait sur le territoire. Nous avons aussi orienté les capacités financières de certains acteurs vers les territoires. C'est le cas notamment d'Action Logement, qui prévoit de consacrer 1,5 milliard d'euros dans les villes moyennes. C'est ce que vous savez, Action Logement, c'est ce qu'on appelait autrefois le 1%. Vous connaissez bien. C'est ce que nous apprêtons à faire avec la Banque des territoires pour Petites Villes de demain, car c'est un autre programme que le gouvernement que j'ai annoncé dans le cadre le Congrès des petites villes et l'agenda rural. Il y a aussi des fonds d'investissement. Je pense par exemple à un fonds d'investissement qui s'est engagé à Amundi pour les tiers-lieux dans les QPV, les quartiers politiques de la ville, ou dans les territoires ruraux. Alors, ces crédits ne transitent pas forcément par l'agence, car ce qui importe les élus, bien sûr, c'est qu'il y ait effectivement l'argent qui arrive sur le terrain, que ça arrive par la DETR, que ça arrive par une fondation, que ça arrive par la DSIL au niveau de la région, ou que ça arrive par le Fonds national d'action du territoire. Mesdames et messieurs, dans son allocution devant les régions de France, le Premier ministre a tenu à faire la distinction entre le nouvel acte de la décentralisation et une nouvelle pratique de la décentralisation. Il nous faut les deux, et c'est sur ces bases que je m'engage actuellement à discuter avec les partenaires des territoires. Pour ma part, j'ai toujours considéré que l'État et les collectivités locales en France ne faisaient qu'un. C'est la République. Face aux défis qui affectent à des degrés divers tous nos territoires, pour répondre aux attentes de nos concitoyens, les solutions ne sont pas réductibles à l'action de tel ou tel niveau d'administration, que ce soit l'État, la région, le département ou le bloc communal. Vous savez, j'ai été élue longtemps. J'ai eu la chance dans ma vie d'être élue dans tous les niveaux de collectivité territoriale. Et je sais parfaitement quel est le rôle de chacun. Et je sais aussi parfaitement que l'État ne peut pas faire sans les collectivités territoriales, mais je sais aussi que les collectivités territoriales ne peuvent pas faire sans l'État. Et je combats toujours ceux qui essaient de mettre en permanence un mur de verre entre l'État et les collectivités territoriales. Car après 40 ans de décentralisation, les collectivités ont atteint bien sûr leur maturité et l'État reste présent et actif sur les dynamiques de territoire.
Pour mieux répondre aux attentes très concrètes de nos concitoyens, l'action publique doit être au mieux ajustée et mieux coordonnée. C'est pourquoi je pense que la question ne se résume pas au fait de découper les compétences et de les répartir, mais de savoir comment les exercer ensemble de manière plus efficace. Ce matin, nous avons eu à Matignon une réunion, et cette réunion portait sur la politique sociale, et on voit bien comment le fait d'exercer ensemble avec les départements est quelque chose de très important et porte ses fruits quand il y a une action commune en direction des territoires. Je crois que c'est donc dans la différenciation, dans le cousu main, c'est une expression que j'aime beaucoup, dans la confiance des territoires que réside l'ambition d'une nouvelle politique d'aménagement et de cohésion des territoires. Elle doit maintenant se traduire dans notre droit par la décentralisation, la différenciation, la contractualisation et dans nos pratiques au quotidien, notamment avec l'aide de l'Agence nationale de cohésion du territoire. Ce pari n'est pas très simple et il nécessite pour l'État de changer de posture, un État un peu moins ingénieur, un peu moins juriste et, je l'ai dit l'autre jour dans une tribune, un peu plus jardinier. Selon les cas, il transplante, il draine, parfois il se contente d'observer et de fertiliser. Il accepte aussi qu'à des situations différentes soient apportées des réponses différentes. L'État jardinier, c'est sans doute l'un des aspects encore méconnus de la transition écologique qui est devant nous, et pourtant, il me semble essentiel. Je souhaite en tout cas que nous puissions, dans les mois qui viennent, continuer à travailler ensemble, cher Raymond, pour préparer le projet de loi dont je vous ai parlé. Préfigurer aussi ce qui remplacera les actuels contrats de ruralité, et enfin calibrer l'offre de service de l'ANCT pour qu'elle réponde efficacement à vos besoins. Je vous remercie de votre attention. Beaucoup de gens vont être obligés de partir. Oui, alors voilà, nous avions annoncé que la contribution de nos territoires, qui aujourd'hui représente 280 territoires, 10 de plus ont adhéré en 2019. Ça représente environ des populations concernées par un projet de territoire d'environ 20 millions d'habitants. Et donc, la contribution que nous avons reçue a été donc celle d'environ 6 000 maires, 200 présidents de comités de communes. Et donc, j'ai l'honneur et en même temps la modestie de vous remettre notre contribution publiquement pour que vous puissiez, lors des prochaines réflexions, aider l'engagement de la loi, donc engagement et proximité, peut-être en tenir compte. Voilà, Madame la Ministre, acceptez notre contribution. Merci beaucoup, Raymond. Et assurément en tenir compte, pas peut-être, parce qu'autrement, ça serait méconnaître le travail des élus locaux, et c'est très important. Et je sais tout le rôle que jouent les pays et les pôles territoriaux. Et c'est une matière, évidemment, de dépasser aussi les limites administratives, ce qui est très important. C'est sûr, je vous remercie parce qu'on l'a beaucoup évoqué ce matin. J'espère que vous pouvez applaudir Madame la Ministre qui est venue à cette conférence. Merci. Alors, il y a encore quelques minutes pour poser des questions à Madame la Ministre, qui reste encore 3 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant son intervention ou, voilà, première question. Oui, bien sûr. Oui, bonjour Madame la Ministre. Christelle Jam, je dirige un EPCI en Bretagne et un pays, puisque j'ai la chance d'être DGS mutualisée de ces 2 établissements. Je travaille depuis une quinzaine d'années dans une dynamique de pays. J'ai travaillé auprès des élus pour fusionner des EPCI de mon territoire. Et j'avoue que sur ce que j'ai entendu aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions.
Beaucoup d'enthousiasme d'un côté et beaucoup de lassitude de ma part sur des effets d'annonce qui sont faits et qui bien souvent finissent par être, excusez-moi de l'expression, elle n'est pas belle, mais beaucoup de recyclage et finalement pas beaucoup d'innovation dans les politiques publiques qui sont mises en place au fur et à mesure. J'aime bien votre concept de différenciation. Je suis en Bretagne, je viens de vous le dire. Le Pinel, on peut en parler en ce moment. C'est une guerre entre les EPCI et la région Bretagne qui se solde par un peu la loi du plus fort. Donc du coup, équité, le rôle de l'État dans tout ça, c'est une question que je me pose parce qu'on est en plein dedans. Les négociations se font en ce moment, vous le savez bien. Vous êtes de quelle collectivité ? Dans le Morbihan, le Pays Doré et la communauté de communes Auray-Quiberon-Terre-Atlantique. Donc ça, c'est le premier point. Contrat de plan État-région, pareil. On reçoit les premières courriers de l'État et donc courrier du préfet qui s'adresse aux EPCI, absolument pas au PETR. Donc je vous entends. Écoutez, j'ai la chance de recevoir les courriers des deux côtés, donc du coup je peux voir ce qui se passe et j'attends avec beaucoup d'impatience le fait qu'on puisse travailler au niveau de la région Bretagne avec les EPCI et aussi les PETR, mais aujourd'hui, en tout état de cause, c'est pas ce que je peux observer sur le terrain. 2 questions de terrain très basiques à mon niveau. Alors, peut-être que la région Bretagne est la région avec laquelle je travaille le plus souvent. Et en ce qui concerne l'expérience, car c'est une expérience sur le Pinel, c'est la volonté des élus bretons. Moi, je n'ai pas été vendre l'expérience du Pinel aux Bretons, mais c'est eux qui, dans les négociations que nous avons faites, nous ont demandé de faire cette expérience. Alors que ça crée localement des petites discussions, je le comprends bien. Mais au fond, quand on parle de décentralisation, puisque au fond, beaucoup de régions nous demandent de gérer les zonages, nous demandent de gérer également le logement, c'est pour nous une expérimentation intéressante. Alors, le président de région, lui, me dit que ça va très bien. La maire de Rennes me dit que ça va très bien. Le maire de Redon me dit que ça va bien. Le maire de Meignery, c'est comment ? Vitré me dit que ça va très bien, mais j'entends ce que vous me dites. Le Morbihan, ça va moins bien. Oui. Oui. Bon, j'entends ce que vous dites. Je le dirai à Loïc, le président de région. Par ailleurs, pour ce qui concerne les PETR, normalement, ils sont consultés par les régions. Enfin, par les préfets de région, j'entends, pour discuter. Eh bien, on va rappeler, parce que chez vous, c'est fait. En Occitanie, c'est fait. Bon, bien évidemment, nous avons envoyé une lettre pour les CPER, hein, c'est ça dont vous me parliez. Nous avons envoyé une lettre aux préfets en leur demandant d'ouvrir des discussions localement. Et naturellement, on n'a pas limité les discussions. Elles sont ouvertes à tout niveau de collectivité et ouvertes également aux syndicats, aux PETR, bien évidemment. Donc, il n'y a aucun sujet. Mais j'entends bien, mais je ne vous fais pas de reproche. J'entends ce que vous me dites et comme ça va me permettre de vérifier derrière pour les autres régions. Mais il n'y a aucune ambiguïté sur le sujet. Tout le monde devra être consulté. La Bretagne, je la cite toujours en exemple parce que, je terminerai par ça, parce que je vois qu'il y a une autre question, parce que vous avez cet outil qui a, je ne sais plus combien maintenant, le B16, 17. Normalement, la Bretagne, c'est la région qui a créé les premiers pays. Parce que, comme je suis grande, je m'en souviens encore. C'est une région où la mutualisation fait partie de la culture permanente. Donc, je pense que, si vous voulez, dans le contrat que nous avons signé avec la Bretagne, je n'avais pas d'angoisse. D'ailleurs, j'ai l'intention d'aller faire une réunion en Bretagne pour écouter le territoire concernant la fameuse loi 3D. Et je serais ravie de vous y rencontrer. En tout cas, je ne vous oublierai pas, je peux vous le dire.
Voilà. Mais je pense que tout ça, c'est, enfin, vous voyez, de l'ajustement. Voilà. Madame le ministre, je viens d'un PETR, le cœur entre deux mers en Gironde, et nous avons tenu, au fur et à mesure de l'histoire de nos projets de territoire, à associer la société civile et les acteurs économiques, associatifs, etc., au travers des conseils de développement. Vous me voyez arriver. Il semblerait qu'il y ait des interrogations. Alors, il y en a qui disent que, puis après d'autres qui disent que, bah oui, peut-être, peut-être pas. Bon, qu'en est-il, Madame la ministre? C'est très précis. Il y a une loi, c'est demain que ça commence la lecture, je crois, au Sénat, qui s'appelle l'engagement et proximité, qui effectivement est portée par mon ministre délégué Sébastien Lecornu, dans lequel il y a un article qui ne rend plus obligatoire les conseils de développement, qui les rend facultatifs. Alors, quel a été comment dire, pourquoi pourquoi cette décision a-t-elle été prise de le mettre facultatif et non plus obligatoire? Parce que, d'une manière générale, mais c'est là où il faut toujours faire attention aux vagues, si je puis dire. En tout cas, c'est mon idée. Avec ce qui s'est passé, le mouvement des Gilets jaunes, etc., le besoin de proximité, le grand débat qui a eu lieu, toutes les vertus étaient dans les communes. Et voilà, moi j'ai été de celles qui ont fait attention à ce que on maintienne bien l'importance de l'intercommunalité dans notre pays. C'est vrai que l'intercommunalité marche plus ou moins bien. C'est vrai que l'intercommunalité est managée de façon un peu différente. C'est vrai que les très grandes intercommunalités ont plus de difficultés que les petites intercommunalités, etc., etc. Et au fond, ça a été l'idée de ne pas trop charger la barque en réglementation pour les communes. C'est ça qui a présidé ça. Dans une ambiance générale où on voulait remettre les communes au cœur de l'intercommunalité et pas mettre trop de pression sur les communes. Bon, alors ceci dit, ça n'empêche personne de faire des conseils de développement, puisque c'est simplement que ça n'est plus obligatoire. Mais je sais très bien, je connais bien l'association des conseils de développement. J'étais même à leur congrès à 7, pour tout vous dire. Et je sais très bien que ça fait un peu d'émoi. Et je ne doute pas, d'ailleurs j'en suis même certaine, puisque je le sais, qu'il y aura des amendements de rétablissement de l'obligation des conseils de développement. Alors après, c'est le Parlement qui va en décider. Voilà. Mais, encore une fois, il faut le concevoir comme un allègement de la norme et de la réglementation, etc. Je pense que ce serait une erreur dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où on a besoin de de démocratie participative aux côtés de la démocratie représentative. Je crois que ça serait une erreur de croire qu'on veut attaquer les conseils de développement. Simplement, prenez-le comme un allègement de la norme et des charges. Merci à tous. Bien. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des trains, des avions, etc. Donc, je ne vais pas vous retarder plus. Je voudrais vous remercier encore une fois d'avoir été aussi nombreux. J'espère que ces ateliers vous ont intéressé. Je crois qu'ils ont été en tout cas bien animés et que les intervenants ont été de qualité. Je remercie Madame Trump une dernière fois. Et puis, je vous souhaite un bon retour. On fera un compte rendu. N'oubliez pas ce qu'on a dit, de faire remonter
vos projets de territoire, qu'ils soient déjà en place, qu'ils soient modifiés ou qu'ils n'existent pas, et que nous puissions vous aider. Et on va essayer de continuer à faire que l'harmonisation des questionnements pour les CPER soit généralisée, puisque je m'aperçois que beaucoup de territoires n'ont pas été consultés par les préfets. Voilà. Bon retour à tous et merci de votre participation.